Le titre correspondant à ce que je vais vous présenter aujourd'hui est plutôt familiarité intellectuelle, familiarité environnementale, enquête sur la mesure de la familiarité et de l'assimilation des animaux non indigènes en Grèce continentale ancienne. Alors, assimilation et surtout familiarité, non pas dans un sens psychologique, mais dans un sens plutôt réel et environnemental. Je vais commencer par un liminaire un peu hypercritique sur la difficulté d'un discours anthropologique pour l'Antiquité, surtout pour la mesure de la familiarité. Ce serait plutôt un travail de sociologie à enquête, mais évidemment, ça n'est pas possible avec tous ces gens qui sont morts. Cela ne consiste pas pour moi à repérer le moment ou le lieu de l'introduction d'une espèce, mais plutôt une acclimatation collective à un environnement pour un animal. Il y aura une pars destruens à cet exposé et une pars construens dans la tradition classique. Alors, comment apprécier le degré d'acclimatation réelle d'animaux exogènes dans l'environnement grec? Et donc pas un inventaire que je vais faire, mais plutôt essayer de réfléchir sur les moyens de mesure et leur fiabilité pour une enquête qui est peut-être irréalisable. Il y a, on le sait, 4 types de témoins qui ont été utilisés et évoqués dans les communications précédentes, qui peuvent être interrogés, les données évidemment zooarchéologiques sur la présence numérique et spatiale des espèces, les informations textuelles, les informations iconographiques et les études écologiques qui complètent les sources précédentes par des considérations fondées sur des données physiques, biologiques et paléo-environnementales. Alors cette entreprise ne peut aboutir qu'à des conclusions, à mon avis, hypothétiques et parcellaires, car les données dont nous disposons sont pauvres, incroyablement pauvres et biaisées. Il est en effet impossible de cartographier la présence des espèces exogènes dans l'espace grec à un moment donné en se fondant sur des rapports de flux qui sont hétérogènes, ponctuels et dispersés. Les gros points colorés des cartes n'amplifient pas leur représentativité. Ils prouvent seulement la présence de spécimens individuels à un point donné du territoire grec sans valeur représentative pour tous les espaces non documentés. La présence de biorestes animaux exotiques sur un site peut correspondre à des pratiques exceptionnelles et signifie aussi bien, selon le contexte, une présence typique d'une situation générale, d'élevage, de consommation, d'usage fréquent, ou une présence individuelle qui est au contraire atypique, égarée, de nature accidentelle et devant être interprétée donc, puisque l'interprétation joue évidemment un grand rôle ici, au rebours, comme soulignant l'absence générale des espèces en question dans le cadre naturel. Alors nous avons compulsivement tendance à généraliser, ce qui cognitivement est extrêmement pratique et même salutaire, ainsi qu'à donner un caractère représentatif aux individus découverts, mais ils peuvent, encore une fois, être des exceptions à la règle. Combien d'élèves a eu Aristote, combien il a été lu, combien de Grecs ont participé à une chasse au lion ou ont vu le tigre de Séleucos, qui même ici a déjà observé un axolote en vrai et bientôt qui en Europe a déjà vu une marmotte ou même une vache. Le paysage animal n'est pas le même pour tout le monde, même en un même lieu et en un même temps. Symptomatique du caractère peu utilisable des données critiques, l'article, par ailleurs fort intéressant, de Brigitte Lyon sur la circulation des animaux exotiques au Proche-Orient antique, qui date de 1992, où elle traite des éléphants, des gazelles, des autruches, des tigres, etc., mais où elle ne donne pratiquement aucune information locale ou historique entre le 3e millénaire et le 8e siècle. Aucune date, sauf une mention d'une tentative de domestication de gazelles à la fin du 3e millénaire. Or, personne ne vit entre le 3e millénaire et 800 avant Jésus-Christ. Alors voilà, nous sommes un peu souvent des mythologues, pas encore entrés dans le logos en la matière. On raconte des histoires, il était une fois, sans que la détermination historique et géographique soit précise. Alors, l'irreprésentativité
des témoins antiques constitue pour l'anthropologue, sur de très nombreux sujets, et sur le mien en particulier, une épine cruelle ou une tare à refouler, rarement, sans doute, une mauvaise conscience. Il faudra un inventaire complet, déjà, de tous les documents textuels, épigraphiques, papyrologiques, codicologiques, pour la Grèce antique. C'est une entreprise qui est possible, cela viendra sûrement. Il faudra l'augmenter d'une annotation sémantique complète de cette documentation pour avoir un tableau global des témoins culturels vivants et permettre une approche un peu plus fine pour une anthropologie des relations anthropozoologiques ou simplement anthropologique de la Grèce antique. Pour l'instant, on bricole, on spécule, on peut philologiser sur un texte ou sur un auteur bien conservé, mais pour anthropologiser, on est largement dans le brouillard. Un second défaut risque de condamner tout espoir de parvenir à des conclusions substantielles en la matière, outre l'irreprésentativité, c'est l'amalgame de données historiques et géographiques hétérogènes qui transforment la Grèce en un concept hyperélastique au bord de l'inconsistance. Avec parfois une vingtaine de témoins répartis sur 5 siècles et 3 continents, qu'est-ce qu'on peut tenir comme discours général? Quelle réelle ou même quelle représentation on peut construire? Et il y a peu d'aspects culturels pour lesquels les données atteignent un volume statistiquement valable. À partir de quelle quantité de données atteint-on un seuil statistiquement valable? Je pense que les historiens ou chercheurs qui travaillent sur le monde contemporain peuvent être effarés de la distance qu'il y a entre les données primaires et les conclusions que souvent nous pouvons tirer. Si on considère l'Égypte lavide dans l'ensemble grec, la donne change entièrement sur la question de la familiarité des animaux exogènes. Alors on peut se contenter de lister les mentions des animaux signalés dans les textes, mais quelle information peut-on tirer sur le degré de présence de ces animaux dans l'espace considéré? C'est là un problème. Alors il faut traiter non pas par aire culturelle, mais par aire géographique, voire micro-géographique, ce qui est rarement informé par les textes, à la fois par le profil d'auteur et par la nature du texte. Le niveau de pertinence des données anciennes est souvent, je pense, de nature strictement et de niveau strictement individuel. Et pourtant, on a tendance à diluer, c'est-à-dire à perdre tout l'intérêt de cet individuel, dévoyer l'individuel en le généralisant et le perdre en l'impersonnalisant. Pour la question de la familiarité humaine à des animaux exogènes, cela semble particulièrement le cas. Alors je vais essayer de parcourir à travers quelques exemples le cas de la Grèce européenne, pas sur des circulations involontaires, et il y en a, mais sur des circulations calculées, anthropiques, pour des raisons économiques, spectaculaires, symboliques, militaires, etc. Alors, je pourrais dire que les Grecs sont parfois sensibles à cette dimension locale. On l'a vu, il y a des animaux qui sont l'oiseau perse, pour le coq ou le paon, l'oiseau indien, l'oiseau libyen, l'oiseau du phase, etc. Ils ont, ces animaux, évidemment, un milieu naturel et il n'est pas question, ou généralement pas question, de les déporter collectivement, ni de les réimplanter massivement. Il y a des contraintes écologiques auxquelles les Grecs sont très sensibles, qui excluent certains animaux, comme par exemple le pingouin ou le crocodile en Grèce, sauf dans le Zodète. Dans chaque environnement humain ou espace géographique vivent des espèces locales, et la sympathie écologique est un thème transversal des réflexions des physiciens, des biologistes et des médecins antiques. Mais il n'y a pas d'intention zoogéographique régulière, sauf lorsqu'un ouvrage se fixe, un ouvrage thématique, comme objet un cadre géographique. Chez Aristote, il y a des animaux qui sont attachés à un espace particulier, comme les antilopes mulgailles, qui sont en Arachosie, c'est un passage de l'histoire des animaux, mais les données zoogéographiques sont rares. Je me suis amusé à faire un relevé des toponymes, et il y a seulement 14 mentions de l'Inde, 20 pour la Perse, dont un seul dans les traités zoologiques, et 0 pour les animaux d'ailleurs, 39 pour la Libye, seulement 13 dans les traités zoologiques, 23 pour l'Égypte,
8 dans les traités zoologiques, 19 pour la Médie, dont 4 seulement dans les traités zoologiques. Le mot exotique aussi, qui pourrait donner l'impression qu'il y a une sensibilité à cet aspect, n'existe pas. Liliane Botson, en 1998, a consacré un article à le chercher. Son dérivé latin existe, mais voilà. Et c'est en fait, de manière un peu étonnante, le genre paradoxographique qui est le plus régulier et le plus pertinent pour la localisation. Ce qu'on trouve beaucoup dans les textes, c'est une distinction vive et récurrente qui oppose les animaux sauvages, les agrioles et les héméroïdes. Les animaux exogènes étant naturellement dans les deux catégories, mais ce distinguo écologique, qui pourrait servir de première approche, est souvent écrasé par une distinction éthologique ou zooanthropologique entre agressif et pacifique, qui est portée par les mêmes termes. Les Grecs considèrent que les espèces domesticables dans leur milieu naturel l'ont été et que les sauvages le resteront, puisque, comme dit Platon, et là je commence à partager mon écran pour l'exemplier, comme dit Platon, les animaux sauvages sont ceux qui refusent d'être domestiques. Et c'est une idée qui me semble assez intéressante. Mételonta. Aristote a une perception plus subtile que l'on peut voir dans les textes 2, 3 et 4, où il distingue sauvage et domestique, mais aussi sauvage, domestique et domesticable, ou encore en disant que tous les animaux sont sauvages et que les animaux domestiques ne sont qu'une extraction peut-être ponctuelle de cet ensemble d'animaux sauvages, et c'est pourquoi on ne peut distinguer les animaux sur cette base-là. L'apprivoisement, qui est un peu comme le régime individuel de la domestication, se fait par le ventre, on a un texte de Diodore là-dessus, soit par l'entretien, et donc l'alimentation, soit par la privation, justement, et par la contrainte. Je mettrai quelques références concernant ces deux aspects-là. Le terme kairoéthès, qui porte une notion de docilité, tranchant avec un état farouche plutôt qu'étranger, et même sauvage, est un terme qui est principalement utilisé dans un contexte humain, et il s'agit d'apprivoiser la peur de l'inconnu, avec un texte de Plutarque sur une manœuvre de Marius pour habituer ses soldats aux ennemis en très grand nombre, et un texte d'Ésope qui lui fait écho, en quelque sorte, où il s'agit, où il parle du chameau, en présentant l'apprivoisement comme la réduction de la peur au mépris pour l'animal. La notion que je vais suivre donc ici, c'est celle de familiarité spécifique, une formule vague avec une grande variation. Et le document 1 vous présente les NAC, les nouveaux animaux de compagnie en France. Parmi cette longue liste qui accepte le chat et le chien considérés comme des animaux anciens, vous avez tout un ensemble d'animaux octodontes saïméri dont je ne sais pas qui dirait qu'il s'agit d'animaux de compagnie, c'est-à-dire d'animaux familiers au sens où Jacqueline Amat les entend dans son livre sur les animaux familiers à Rome, c'est-à-dire ceux qui entrent dans la maison. Alors, voilà, cette liste-là donne peut-être la mesure de la différence qu'il y a entre des documents généralistes et l'expérience que vous ou moi pouvez avoir de ces caractères familiers de ces animaux. En France, il y avait en 2010 environ 50% des ménages qui avaient un animal de compagnie, 25% en Grèce et près de 70% aux États-Unis. Mes animaux témoins pour ce bref parcours que je vais enfin lancer sont indiqués ici, le singe, l'éléphant, le rhinocéros, jusqu'au perroquet. Les 4 critères ou voies de mesure des animaux, de la familiarité des animaux que je vais rapidement évoquer, sont
inscrit dans le doc 3 également, une familiarité par mention explicite, soit dans le vocabulaire, soit dans le contexte, soit dans la mention d'un transfert d'animaux. La familiarité qui peut se mesurer à la pertinence des données dans les textes, qui a un caractère intellectuel, la familiarité induite par la quantité de références pour un animal donné, et enfin la familiarité par la fonction discursive ou cognitive qu'un animal peut jouer en tant que terme de comparaison ou modèle pour apprécier une faune inconnue. Alors pour commencer par le premier, la familiarité par mention explicite, évidemment on ne peut tenir les produits manufacturés en matériaux exotiques comme des témoins d'une présence effective d'individus de ces espèces sur le sol grec. Que ce soit pour les dents d'hippopotame, les œufs d'autruche, etc., ce qui est bien connu et qu'on trouve dans les périodes archaïques sur le territoire grec, ça ne peut évidemment servir de mention explicite. Alors, j'ai commencé par le terme de kairoétès, une étude lexicologique du vocabulaire utilisé pour désigner la proximité zooanthropologique, distingue, permet de passer en revue le terme héméros, déjà évoqué, mais qui est vague et qui sert toute latitude, à la fois pour des cas individuels et spécifiques, qui signifie acclimater, qui ne cherche pas un autre milieu que le milieu humain. Et vous avez le texte dans lequel vous avez le terme d'héméros. Ici, le texte 7, cette fable d'Ésope, le perroquet et la belette, alors que, précisément par transfert d'usage, Chambry a traduit par le chat et le perroquet et le chat. Alors c'est intéressant, à chaque fois qu'il dit chat, alors qu'il y a Aluros, il y a des fables avec Aluros, mais Gallet est régulièrement traduit par chat pour cette notion justement de domesticité. Les autres termes qui pourraient servir à désigner une proximité humaine sont des termes qui ont un caractère individuel, et c'est le niveau important. Titassos concerne dans les textes des individus, ça veut dire dociles, Syntrophos également, nourri avec l'homme, Katoikidios étant dans la maison, vivant dans la maison, c'est un commensal, c'est le sens que retient Amat. Etas, accoutumé, désigne une sorte d'accoutumance individualisée pour des oiseaux, un cheval, un sanglier, etc. Et Kairoétès, j'en ai parlé, ça peut concerner un lion, un loup, un crocodile, donc des espèces qui ne sont évidemment pas domestiques, proprement. Et cela concerne minoritairement les animaux. Alors, en contexte familier, deuxième possibilité de mesurer la pénétration ou l'acclimatation de certains animaux, on a un certain nombre de textes, on sait, et de documents. Le chat est déjà à Athènes au tout début à la fin du VIe siècle, le fameux relief d'une altercation entre un chat et un chien tenu en laisse par deux personnes, des guépards, des léopards, fréquents et très réalistes sur l'art vasculaire, on en a vu des exemples hier, au Ve siècle, dans des scènes domestiques, juchées sur une table, arrivant dans un banquet, jouant sur les genoux d'un jeune homme, tenu en laisse, etc. Donc là, on a une indication qui est sans doute valable et que l'on peut utiliser. Le faisan également, et c'est le texte 8 qui est connu de cet élevage de faisan de Léogoras, le père d'Andocide au milieu du Ve siècle. Philippides refuse de renoncer à sa passion du turf, mais même si tu me donnais les faisans qu'élève Léogoras, dit-il à son père. Donc le contexte familier peut être tenu comme un critère, une voie d'accès à une certaine acclimatation de type plus général. Les transferts maintenant. Alors les transferts, il y a en particulier les cadeaux diplomatiques, qui sont des transferts ponctuels, une pratique qui depuis le 3e millénaire au moins est attestée dans la tradition orientale, en Égypte également. Et alors on a quelques exemples. J'évoquais le tigre donné par Séleucos vers 305 aux Athéniens, mais je me demande bien qui l'a vu. Le pan bleu, qui a fait l'objet d'une étude très détaillée de Jean Trinquier dans le colloque précédent, d'abord arrivé à Samos, mais n'étant pas parti de là pour rejoindre le continent
et qui est un animal offert en ambassade par les Perses, objet d'un élevage par Pyrilampès. Vous avez le texte 9 d'Antiphon, que je ne détaille pas, comportant, donc c'est un fragment d'Antiphon représenté par Athénée et par Élien, donc ce grand-oncle de Platon, ambassadeur du grand roi, pour lequel Jean, qui a dit que c'était sans doute vers 449 que le couple initial pour le démarrage de son élevage avait été importé lors d'une mission donc, de Pyrilampès. Et on a d'autres textes disant que Pyrilampès achetait des femmes athéniennes pour le compte de son ami Périclès en leur offrant des pots de vin, en l'occurrence des pans bleus. Et on a, alors c'est le texte, alors malgré cette mention tout à fait précieuse, eh bien, le pan reste, selon les auteurs du IVe siècle, un animal rare. On n'admire le pan que pour sa rareté. Donc il y a une certaine discordance entre un événement, une situation mise en valeur, et des déclarations qui semblent maintenir qu'il est extrêmement rare. Donc est-ce une pratique générale, organisée ou simplement ponctuelle? Les auteurs anciens se prononcent rarement sur les conditions d'acclimatation ou d'intégration d'espèces exogènes dans le milieu naturel grec, et l'expérience manquée d'Arpale, qui est racontée par Théophraste, parce que pour les plantes, nous avons davantage de documents sur ces questions d'acclimatation. Alors, dans l'autre sens, acclimatation manquée d'hier à Babylone montre que voilà, il devait y avoir certaines tentatives un peu transgressives par rapport à la conception d'une solidarité écologique forte entre les êtres vivants et leur environnement. La description qui suit ce passage du livre 4 de l'histoire des plantes et qui traite du cédratier, ainsi que les détails horticoles qui sont fournis par Théophraste, laisse penser à Suzanne Amig qu'une culture expérimentale de cet arbre de Perse avait été tentée dans les jardins du lycée. Alors, bon, c'est le texte 11 qui sert de base à cet élément, mais l'entreprise de collecte naturaliste d'Aristote, qui soulève un certain scepticisme de la part de Liliane Bosson, et qui est, comme vous le savez, documentée par Pline dans le livre 8, où il fait part d'une vaste entreprise un peu systématique de récupération de données lors de la mission, lors de l'expédition d'Alexandre, eh bien, alors, est devenue un peu une icône symbolique, très certainement, mais en tout cas, le prélèvement comme butin scientifique d'animaux et de plantes au cours de l'expédition alexandrine est néanmoins probable, car tout de même, dans ses études, est plus accessible à cette idée. Et on a un exemple qui est fourni par Arien dans l'Anabase d'un transfert de buffles indiens en Macédoine. Il aurait tenté d'envoyer, ce qui probablement ne s'est pas réalisé, puisqu'on a ce verbe ételei qui, c'est ça, hein, ételei Temsa, il a cherché à envoyer des bœufs indiens, donc du Balus, pour travailler la terre. C'est un déplacement sur plus de 5000 km, la distance de Kaboul à Thessalonique, qui était particulièrement long, hein, plus de 100 jours de trajet à 10 heures par jour au moins, et difficile. Alors, ça relève d'une intention qui a pu concerner le déplacement d'autres espèces, peut-être moins lointaines, parfois plus accessibles. En tout cas, cette idée de récupération, cette idée de butin, hein, peut, à mon avis, justifier que l'on imagine un transfert qui a pu être plus important que ce que les textes disent. Alors, le deuxième point de critère de familiarité, c'est la pertinence des données. Alors, la pertinence des données lorsque les auteurs grecs manifestent une bonne connaissance de leur sujet zoologique. Cette connaissance spécifique des animaux exotiques, déployée par les textes anciens, est un critère d'une familiarisation, d'une familiarité, mais qui peut être intellectuelle. En disant ça, j'ai indiqué par où le bas peut blesser, le signalement d'espèces par de grands voyageurs comme Hécatée, Hérodote, Ctésias, Mégastène, Néarque, etc., ne constitue pas un indice de familiarité de la part des Grecs
des Grecs du continent et de l'ensemble de la population. L'exemple, le texte 14, qui est en fait un double texte d'extrait de Xénophon et d'Aristote, mentionne le dogme du Tibet importé et utilisé pour la chasse, ce qui semble être une activité assez familière. Et le texte d'Aristote dit que le dogue n'apparaît à l'issue d'un croisement qu'à la 3e génération, ce qui suppose un suivi de domestication. Alors peut-être a-t-on là un élément substantiel. Le chameau, dont il a été longuement et de manière experte parlé hier, est aussi un animal pour lequel on a des textes assez précis, y compris qu'Aristote, sur des usages particuliers, l'utilisation à la guerre, une description des hipposandales, des pratiques chamelières en général, et selon Jérémie, il y avait probablement derrière cela une autopsie pratiquée éventuellement par Aristote lui-même. Mais on trouve aussi, alors on trouve le motif dans le texte suivant d'Hérodote, alors qu'on est avant Aristote et qu'Aristote prend la peine de le décrire, un motif qu'on va retrouver, celui de l'animal banal, finalement. Le chameau est arrivé est un animal banal. Et je pense qu'il faut prendre en considération ces remarques-là. Le texte 16 dit qu'Hérodote ne va pas parler du chameau parce que tout le monde le connaît. Alors ce tout le monde, j'aimerais savoir qui c'est, savoir s'il est vraiment un tout le monde. Le texte suivant, c'est le texte 19, je saute au texte 19. Il en va de même pour Arien qui, reprenant le récit de Néarque, se dit j'ai personnellement vu beaucoup de perroquets, je sais que les autres le connaissent amplement, c'est le texte 19, et donc je me passe d'en parler. Alors, oui, mais enfin, Arien, tout de même, au IIe siècle, c'est un homme qui a parcouru le monde oriental, auditeur d'Épithète à Nicomédie, proconsul en Espagne, en Bétique, gouverneur en Cappadoce pour Adrien. Il témoigne d'une expérience globale de la Méditerranée et donc ne peut pas vraiment nous informer sur la connaissance des Grecs du continent. Idem pour le rhinocéros, qui est le texte 20. Le rhinocéros est bien connu, nous dit Élien, hein, c'est complètement dépassé d'en parler. Bon, peut-être, je ne sais pas qui a vu des rhinocéros, de même pour la hyène, et là je remonte au texte, donc je vais naviguer un petit peu, c'est normal. Le texte de la hyène d'Aristote, qui est extrêmement détaillé, extrêmement savant, donc très pertinent, mais voilà, toutes ces indications manifestent un savoir qui n'est pas nécessairement direct. Aristote dit qu'on peut en voir beaucoup à certains endroits, hein, enioi stopois, mais ces endroits sont probablement des endroits qui sont africains. La tradition du dossier du crocodile, qui est le texte 18 et qui est un texte très connu du chapitre 69 dans les enquêtes d'Hérodote, acclimaté donc par Hérodote, mais acclimaté intellectuel, ont de ce fait familier dans le portrait régulier que l'historien dresse et l'iconographie nombreuse et répétitive montre qu'une connaissance peut rester imaginaire. Le crocodile, comme l'autruche, est un animal grec imaginaire, ponctuellement connu par, évidemment, les Grecs d'Égypte et par quelques autres, mais voilà. L'anthropisation qui définit la proximité de l'animal n'est pas pratique ici, mais intellectuelle seulement. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun Grec à l'époque classique ou archaïque avait vu de crocodile et d'autruche, mais cela limite la portée de ce que l'on peut faire d'un texte pareil. Bodson distingue l'acclimatation locale de l'entrée dans la tradition européenne. Ce qu'elle appelle la tradition européenne, c'est en fait la connaissance savante, l'acclimatation intellectuelle. Alors, elle donne des listes d'animaux qui sont incomplètes, terminées par etc. Mais même pour cette période bien documentée, la précision est rare. L'empan des œuvres qu'elle considère, du 5e siècle avant au 2e siècle après, ne permet pas d'avoir des informations précises. Le troisième type de familiarité
je regarde l'horloge, je vais bientôt accélérer, établi par la quantité de références. Alors, on devine que ce critère est, pour des raisons semblables à celles du deuxième critère, sujet à caution. Le nombre d'occurrences de l'âne dans les textes grecs est moins important que celui du lion, et il est peu probable qu'on puisse traduire ce rapport de fréquence en fréquence réelle dans l'environnement. Le contexte explique souvent la mention d'animaux typiques, le chameau, le crocodile dans les suppliantes d'Échille, dont le cœur est formé par les filles de Danaos, etc. Pour la tragédie, la mention d'animaux est tout à fait un motif littéraire, comme d'ailleurs dans l'iconographie. Si on considère les animaux exogènes étudiés par Aristote, eh bien, par ordre décroissant du point de vue numérique, il y a 66 occurrences d'éléphas, 38 de camélos, 27 de crocodilos, 21 de pithécos, 20 de pardalis, 15 de baïna, 13 pour le pan, 4 pour le rhinocéros, 4 pour le chat, 3 pour le faisan. Et évidemment, de cette liste de fréquences, on ne peut tirer une fréquence, une présence environnementale plus ou moins fréquente. L'éléphant est très haut et le chat très bas. D'ailleurs, il y a un texte très intéressant que j'ai découvert à l'occasion de cette enquête dans Le ciel d'Aristote, où il parle du continent uni, disant qu'au-delà des colonnes d'Hercule, le continent fait une boucle avec l'Inde. Je ne sais pas si Christophe Colomb l'avait lu. Il n'y a qu'un seul continent. La preuve, c'est qu'il y a alors il parle sans doute de l'Afrique et qui recoupe l'Inde, parce qu'il y a des éléphants dans les deux cas, et que c'est une seule, en fait, ce sont des sous-espèces d'une seule et même espèce originaire. Donc il y a un texte qui mériterait sans doute d'être fou. Pourtant, d'après Pausanias, l'éléphant entre très tard en Grèce, malgré ce nombre important d'occurrences, et même en Ionie, selon Agatharchide, c'est Ptolémée qui aurait été le premier à domestiquer les éléphants, à les Indiens, évidemment. C'est le texte, alors, le texte 21 nous dit également que Homère ne connaissait pas l'éléphant. La preuve en est, il n'en parle pas. S'il l'avait connu, il en aurait parlé. Alors, on fera ce qu'on veut de ce raisonnement. Alors, également, pour le lion grec, je n'en parle pas. La difficulté qu'on a notée hier pour cet animal qui est indigène en Grèce, comme le prouvent des recherches archéozoologiques qui ont trouvé un grand nombre de témoignages, au moins 13 sites de l'âge du bronze au VIe siècle, dans la Grèce continentale, sans compter ce qu'on trouve dans le reste des Balkans, pour Panthera leo. Et le fait, par exemple, que le lion ne mange pas tous les jours, qui était connu d'Aristote, sont des indices que Aristote, et c'est ce que pensent certains auteurs, a pu en voir personnellement des spécimens. Et pourtant, il y a une discordance importante entre la façon dont on le représente, considéré comme un animal lointain dans les milieux naturels et l'Orient, et cette familiarité récente, historique, avec cet animal. Alors, le dernier critère que je vais aborder, c'est la fonction discursive ou cognitive, la comparaison. On compare avec du connu. La référence à un animal comme fort, comparant dans une comparaison, est un indice valable de familiarité, puisque le fort est plus familier que le tel. Les comparaisons épiques montrent une certaine variété d'animaux, en même temps assez récurrents, dans lesquels le lion a une part très importante. Alors, il renvoie autant à une expérience, en fait, qu'à un imaginaire. Cela porte rarement sur des animaux exotiques, mais la comparaison avec des animaux comme un singe, un lion ou un léopard peut signaler une popularité ou une familiarité qui est venue ailleurs que par le milieu naturel, c'est-à-dire par les informations iconographiques. Donc il y a là aussi un élément qui affaiblit le caractère probant que pourrait avoir ce critère, c'est la popularité iconographique. Dans le texte d'Aristote sur le dromadaire, il compare avec un âne et un ours. Cela pourrait inviter à penser que l'ours était un élément
bien connu permettant d'apprécier cet animal nouveau ou assez nouveau, on a l'impression que le dromadaire avait des chances d'être un peu plus connu au IVe siècle que l'ours. Mais là encore, ça dépend aussi de l'espace. Alors, dernier point, en tant que modèle, et là ce sont mes deux derniers extraits, voilà, d'Aristote tiré de la physiognomonie. La faune d'animaux modèles du traité pseudo-Aristote, sans doute de la fin du IVe siècle, comprend le léopard, le chat et le singe, qui figure d'ailleurs déjà dans l'Iode 7 de Sémonide d'Amorcos, qui le décrit avec un petit coup, peu de mouvement, sans fesses, aux membres longs, animal figuré dans l'espace grec depuis le 2e millénaire, et dont la présence devait être au mieux occasionnelle, mais qui avait acquis, probablement figurativement, un statut d'animal familier. Dans le texte de la physiognomonie, c'est le 2e traité, le singe, à 5 reprises, est donné comme un modèle de référence pour se représenter un certain type. Ce qui suppose, par la prise en compte du connu du lecteur, eh bien, une certaine familiarité partagée. Il en va de même du guépard. Alors, j'ai mis panthère, mais en fait, c'est un guépard, c'est par tradition. On parle toujours de panthère, alors qu'il s'agit, d'après la description, et si Marco Massetti était là, il pourrait commenter cette description très précise du guépard. Donc, pour ce 4e angle d'attaque, les modèles ne sont pas forcément des référents familiers dans l'environnement. Le lynx, d'ailleurs, est donné, avant le chameau et le lièvre, comme modèle d'un type d'animaux par Aristote. Je ne sais pas si on peut en conclure qu'il était plus familier que les 2 animaux précédents. Alors, en conclusion, je voulais montrer par ce parcours, et je suis désolé si il a été plus destruens finalement, même dans sa partie construens, la difficulté à distinguer entre la familiarité intellectuelle et immédiate et une familiarité immédiate. Le premier critère ne donne accès qu'à des événements individuels. Il est inapproprié quand il s'agit de qualification, de vocabulaire, car les adjectifs sont contaminés par une valeur et un niveau comportemental référant à l'agressivité qui écrase l'autre valeur plutôt écologique. Et par ailleurs, ce premier critère renvoie à des situations particulières d'acquisition singulière. Le 2e et le 3e, de la pertinence et de la fréquence, manifestent un savoir et pas forcément une expérience personnelle. Encore une fois, je n'entends pas par expérience personnelle une familiarité psychologique, mais bien une familiarité dans l'espace de vie et dans l'environnement naturel. C'est donc un savoir prothétique, une familiarité qui peut n'être que théorique ou imaginaire. Pas plus que la lecture de récits historiques, la relation de Ctésias, de Marco Polo ou de Christophe Colomb nous donne une familiarité personnelle avec les sujets traités. Le 4e critère était le plus prometteur selon moi. Il tient compte du récepteur, il semble miser sur un savoir, ou plutôt une expérience partagée, pas seulement un savoir, mais en fait, donc il suppose aussi une connaissance partagée, mais comme pour qu'il se représente le corps du crocodile, dans la description qui fait partie de l'exemplier, Hérodote fait passer son lecteur par des morceaux d'anatomie d'animaux familiers, hein, c'est très célèbre, mais là encore, il peut y avoir, comme pour le guépard, un divorce entre l'esprit, la familiarité intellectuelle, et le corps, la familiarité environnementale. C'est l'homme qui a vu l'autre, ou le guépard. Alors, il y a d'autres critères probablement que j'ai négligés, auxquels je n'ai pas pensé, et le croisement des types de sources que j'ai indiqué simplement en introduction, mais que je n'ai pas utilisé par la suite, peut limiter la portée des défauts et des réserves que j'ai soulignées. Le niveau de mon enquête, la familiarité des animaux exogènes, était peut-être difficilement accessible. Et pourtant, il me semble que c'est un objectif important de l'histoire des relations anthropozoologiques pour l'Antiquité, donc délicat. Car la familiarité est d'abord individuelle avant d'être collective, et parfois il y a en quelque sorte un court-circuit qui se passe par la représentation imaginaire. Et deuxième point, il me semble que l'extension ou l'extrapolation de situations
ponctuelle, faiblement contextualisée, sur une échelle collective, surtout lorsqu'elle est exprimée dans des catégories historiques et géographiques floues, est borgne et téméraire. Je vous remercie.